Les chutes Victoria, le site naturel le plus spectaculaire d'Afrique. Révélé au monde par le docteur Livingstone en 1855. 100 mètres de haut, un débit phénoménal. Jusqu'à 550 millions de mètres cubes d'eau par minute lors de la saison des pluies. Les cataractes sont à cheval sur deux pays qui vivent au même rythme, celui du fleuve qui marque leurs frontières, le Zambèze. Le quatrième fleuve d'Afrique avec 2700 km de long. Le Zimbabwe et la Zambie sont les anciennes Rhodésie du Nord et Rhodésie du Sud. Deux anciennes colonies britanniques réunies dans une fédération en 1953. Lorsque la Zambie devient indépendante 11 ans plus tard, les Blancs de Rhodésie du Sud déclarèrent à leur tour unilatéralement leur indépendance en 1965. La question de la participation des Noirs au gouvernement est le point d'achoppement. La nouvelle constitution de la colonie sécessionniste garantit aux Blancs le contrôle du pays. Le pays s'engage alors sur un modèle d'apartheid et plonge dans la guerre civile. Il faudra attendre 1980 pour qu'il retrouve le calme et prenne le nom de Zimbabwe. Aujourd'hui, il compte 12 millions d'habitants, dont près de 10% vivent dans la capitale, Harare. L'agriculture reste la première ressource économique du pays, notamment grâce au tabac, au coton et à l'élevage. Mais les récentes réformes agraires visant à exproprier les grands propriétaires blancs ont conduit à des exactions et plongé le pays dans une situation difficile. La Zambie se bat de son côté contre les problèmes classiques d'un pays en voie de développement. Ces 10 millions d'habitants sont les héritiers du grand ensemble bantou. Des Tonga venus de l'Est, des hommes du grand empire Lunda au nord, ou encore des Kololo et des Ngoni originaires du sud. Si le pays a été christianisé, il reste profondément marqué par les rites traditionnels. En Zambie, il n'est pas rare de tomber dans les villages sur des cérémonies d'exorcisme. Tous les événements de la vie sociale se célèbrent au niveau communautaire. Guérison, naissance, mariage, enterrement. Chez les Tonga, dans la région de Mundia, dans le sud du pays, on se prépare au rite initiatique. Je suis Consilia Malambo. Aujourd'hui, ma nièce Kabunde va devenir adulte. Je la prépare maintenant avec les autres femmes pour la célébration. La jeune fille de 12 ans est restée isolée pendant 1 mois dans cette hutte. Les femmes du village lui ont transmis leurs secrets et les devoirs de futures femmes. Désormais, elle est en âge de se marier. Aujourd'hui, elle va pouvoir ressortir et sa tante l'aide dans ses derniers préparatifs. Son visage et son corps sont maquillés, les colliers rituels sont passés autour de son cou. À l'extérieur, tout le village attend. Les chants, les danses ont déjà commencé pour fêter l'entrée de la jeune fille dans sa nouvelle vie.
Ses parents sont les premiers à l'accueillir, leur bêche à la main comme symbole de fertilité. Puis ils déposent des billets de banque sur sa tête. Kabundé est devenue une femme et un membre à part entière de la communauté. Elle peut enfin leur montrer son nouveau visage. La jeune fille habitera encore 3 à 4 ans chez ses parents, puis elle se mariera et emménagera chez ses beaux-parents, comme le veut la tradition des Tonga. À son tour, elle peut se mettre à danser. Le clou de la cérémonie. Une danse qu'elle a apprise pendant sa retraite et qu'elle exécute pour la première fois en public. Nous avons arrangé aujourd'hui quelque chose de très particulier pour Kabundé. Les célèbres danseurs de Makishi sont aujourd'hui en effet avec nous dans le village. Les danseurs de Makishi sont réputés dans toute la Zambie pour leurs costumes spectaculaires et l'aspect effrayant de leurs masques en roseau. Ils incarnent traditionnellement des esprits féminins. Jusqu'aux alentours de 1920, ils ne dansaient que lors des rites de circoncision. Aujourd'hui, le Makishi joue aussi le rôle de danse sociale ou de divertissement. Bientôt, Kabundé assurera son rôle de femme. Dans cette région d'Afrique, elles sont les gardiennes du feu, c'est-à-dire du bien-être de tout leur clan. Pour l'essentiel, elles se consacrent aux tâches ménagères. Dans la case de la famille Mupambui au Zimbabwe, elles sont en train de préparer le repas. Elle cuisine pour tout le clan. Toutes les femmes et tous les hommes viennent ici et doivent être servis aussi bien que possible. La famille de Baba compte 7 adultes et 8 enfants. Une famille modeste comme la plupart des familles noires du pays. Le menu est généralement le même, du sadza, le plat national zimbabwéen. Une sorte de pâte de semoule de maïs. Dans la maison, le confort est très rudimentaire. Les femmes doivent aller chercher l'eau à 200 mètres. Ce n'est pas si simple de préparer correctement le sadza. Il ne doit pas y avoir de grumeaux. Tout d'abord, l'eau bouillante est refroidie avec un peu d'eau froide. Puis on mélange la semoule et on la remue petit à petit jusqu'à ce qu'elle soit si dure qu'on puisse bien la malaxer et la manger avec les doigts. Winnie, la femme de Baba, est compétente. On la surnomme Amai, maman.
Avant le repas, chacun se lave les mains. C'est une coutume africaine, comme celle de taper dans ses mains avant de commencer à se servir. C'est une tradition en l'honneur de la mère et du père, une sorte de remerciement pour le repas. On ne mange qu'avec la main droite. Chacun malaxe du sadza pour former une boulette qui sert de cuillère pour l'accompagnement. Aujourd'hui, il n'y a que des légumes et de la sauce. La famille de Baba ne peut pas manger de viande tous les jours. Comme de nombreux Noirs au Zimbabwe ou en Zambie, ils sont agriculteurs. Pour survivre, chacun cultive un petit lopin de terre et élève quelques têtes de bétail. À peine de quoi vivre. Impossible en tout cas de mettre quoi que ce soit de côté. Le plus grand problème pour moi, c'est de réussir à rassembler suffisamment d'argent pour pouvoir envoyer les enfants à l'école. À l'époque coloniale, comme jusque dans les années 1980, les grandes exploitations agricoles du Zimbabwe appartenaient pour l'essentiel à des Blancs. Après l'indépendance, une réforme agraire permit une première redistribution des terres. Mais elle se révéla insuffisante. En 2000, à l'occasion d'une nouvelle réforme, le parti au pouvoir incita les vétérans de la guerre d'indépendance à occuper les propriétés des fermiers blancs, avec des conséquences catastrophiques. Les violences raciales redémarrèrent et en 2002, la production agricole s'était effondrée. Il faut dire qu'auparavant, la disparité des conditions de vie entre blancs et noirs était flagrante. Stuart Patterson est un de ces riches fermiers du Zimbabwe. Dans son exploitation, la Ponderosa, il cultive du tabac et en récolte en moyenne 300 000 kilos chaque année. Auparavant, le séchage représentait un travail monstre. Le tabac devait être suspendu par petits paquets dans une multitude de vieux séchoirs chauffés au feu de bois. Ici, nos chongololo ont un chauffage entièrement automatisé qui produit une température constante et précise. Ces méthodes que Stuart considère comme dépassées sont toujours d'actualité pour un petit planteur de tabac noir comme Sani Panganai. Il n'a pas les moyens de se payer ce genre d'installation. Il y a 2 ans, grâce à l'aide du gouvernement, il a pu démarrer une exploitation sur 2 hectares. Nous rassemblons les feuilles de tabac en gerbes. Nous les attachons avec des fils. Puis nous les suspendons au plafond avec ces crochets. La température dans le séchoir ne doit pas dépasser 70 degrés. Ceci est notre chauffe-eau. Il permet de garder un certain taux d'humidité pour le tabac. Comme cela, il reste malléable et il s'affine. Dans le réservoir, on fait bouillir de l'eau. La vapeur est alors diffusée dans le séchoir. Pas question pour Sani d'installer un entrepôt climatisé. De toute manière, il n'en aurait pas l'utilité. Sa production annuelle n'est que de 4000 kilos et sa femme et lui suffisent à faire le travail. Chez Stuart, au contraire, il y a 170 employés. Une fois le séchage terminé, ils trient les feuilles en fonction de leur type et de leur couleur. Les jaunes et les oranges sont les plus cotés car les plus aromatisés. Les feuilles oranges doivent contenir plus de nicotine. Mais à vrai dire, moi je n'en sais rien car je ne fume pas. La plupart de ces employés sont nés, ont grandi et vivent à Ponderosa. Je voudrais qu'ils se sentent fiers, qu'ils aient le sentiment de faire partie de Ponderosa. Et je crois que cela fonctionne. Ils sont très fiers de leur uniforme et de faire partie de quelque chose. Sans lui, beaucoup de ces hommes et de ces femmes seraient au chômage. Mais les grandes exploitations ne permettent pas non plus aux petits fermiers de survivre.
Sani a obtenu les siennes dans le cadre du programme de redistribution des terres. Au temps du colonialisme, les terres ont été injustement partagées. Il ne restait presque plus rien pour les indigènes. Depuis l'indépendance, le gouvernement essaie de remédier à cela en redistribuant les terres plus équitablement. Chacun campe sur ses positions. Les violences récentes n'ont rien arrangé, bien au contraire. Il faudra encore des années avant que Sani puisse prétendre à se reposer sur sa terrasse. Mais il en a la volonté, celle de construire un nouveau Zimbabwe. En Zambie, Gavin Johnson a une autre idée des relations entre blancs et noirs. Il a décidé d'aller vivre au milieu de la tribu des Lozi, au sud-ouest du pays. Ancien joueur de rugby sud-africain, il a tout quitté pour s'installer ici et retrouver une vie plus authentique. Le Zambèze est simplement le fleuve par excellence du sud du continent africain. Il est si paisible, il offre autant aux animaux mais aussi à l'homme qu'il est tout simplement essentiel pour cette partie de l'Afrique. Johnson a embarqué sa femme Penny et ses 2 filles dans l'aventure. Ils ont cherché l'emplacement idéal pour construire leur nouvelle maison. Un Mwetemba, une place avec de grands arbres. Ils l'ont trouvé ici, au bord d'une rivière, et toute la famille goûte désormais au plaisir de la vie au grand air. Mais la nature leur réservait quelques surprises. Il n'est parfois pas si simple de vivre dans la brousse, particulièrement avec des enfants. Nous avons entendu japper au bord du fleuve et nous avons vu notre chien Ridgeback disparaître dans la gueule d'un crocodile. 10 jours plus tard, c'était au tour de notre petit Jack Russell. Je ne lâche pas les enfants des yeux. Le crocodile sur le banc de sable là-bas a mangé nos chiens. Il attend paisiblement. Nous le haïssons. Mais la nature est toutefois faite ainsi. Malgré ses déboires, la famille est tombée amoureuse du pays. Il est vrai que les paysages de Zambie sont parmi les plus beaux d'Afrique. Gavin et Penny se sont même investis dans de grands projets. Les forêts de la région de Maragoni dans le pays de Barots sont exploitées par de grandes entreprises internationales sans beaucoup de discernement. Et la situation risque de devenir critique. Si nous continuons à détruire la végétation, ce pays deviendra un désert. Gavin essaye de convaincre le chef du village de Toumoussié de ne pas accorder de nouvelles concessions aux entreprises. Il milite également pour que les revenus tirés de cette exploitation profitent un peu mieux aux tribus. Ce que nous essayons de faire en Zambie de l'Ouest, c'est de développer un projet communautaire qui intégrerait les villages dans la protection de la nature. Nous sommes convaincus que l'environnement, la nature sauvage, sont une vraie opportunité pour le futur des habitants. Quelques parcs nationaux ont été créés dans le pays. Le plus grand est celui de Kafoué. Le tourisme en Zambie n'en est encore qu'à ses débuts et les animaux ne sont pas habitués aux safaris photo. Mais ces entreprises sont une opportunité de développement pour le pays. Sur le Luangwa, l'un des autres grands fleuves du pays, les troupeaux d'hippopotames s'ébattent. Ils se battent aussi. Chaque mâle défend vaillamment son territoire et ses femelles. C'est dans cet environnement qu'un projet comme celui imaginé par Gavin Johnson a été initié. Petrus Piri est son directeur.
Le sud du parc national de Luangwa et le fleuve Luangwa sont simplement uniques. Nulle part ailleurs en Afrique vivent autant de troupeaux d'hippopotames. Il y en a approximativement 300 000 dans le fleuve. Démarré en 1997, le projet Chibembe associe les villages environnants à l'organisation de safaris dans le parc. Petrus fait l'interface entre les deux univers. Aujourd'hui, il rend visite au village de Paka et ses 145 habitants. Le chef Mvula Blackson l'attend. Les revenus du tourisme permettent par exemple de compléter les stocks de millet en cas de mauvaise récolte. Le millet est la base de l'alimentation des populations de la région. Il est broyé et sa farine sert à cuisiner une bouillie, le nchima. Quand il y a des problèmes d'approvisionnement en nourriture dans les villages, nous apportons du millet ou du maïs. Mais nous nous occupons aussi de la distribution d'eau, par exemple. Le projet a permis le financement de ce puits qui évite aux femmes d'aller chercher l'eau au fleuve. Il a permis également de financer des écoles. Celle de Mukasanga accueille 280 élèves des villages alentours. Les 7 professeurs ne partent plus comme avant à la saison des pluies, car grâce aux revenus du tourisme, leur salaire continue d'être payé. Ce projet de formation est très important pour les enfants. Ils sont notre espoir et notre avenir. Pour que ce modèle de développement puisse se multiplier, il faut bien entendu que les populations prennent conscience du trésor que représente leur environnement sauvage. Dans ce domaine, le Zimbabwe voisin est en avance. Le pays a su adroitement tirer parti de la magie qu'exerçaient sur les étrangers les paysages et les animaux africains. Le pays compte déjà une douzaine de parcs nationaux, dont le Hwange ou celui du lac Kariba. En pleine nature, des hôtels ont été implantés dans les principales réserves. De leurs terrasses ou lors de promenades en jeep, les animaux sont toujours apportés des appareils photo. Dans ces nouvelles activités, la population noire n'est pas en reste. La parfaite connaissance du terrain a permis à certains de devenir guides. Ils peuvent continuer à vivre avec des revenus décents sans avoir à partir pour les grandes villes et leurs bidonvilles. Mike Muvishi est de ceux-là. Il est guide dans le parc national de Gonaretsu qui abrite de nombreux éléphants.
J'ai grandi dans ce pays. Quand j'étais petit, je gardais les vaches et les chèvres. C'est comme ça que j'ai découvert la nature et l'environnement. Après l'école, j'ai travaillé quelques années pour le ministère des Parcs nationaux et des animaux sauvages. Et j'ai décidé de devenir guide, ce que je suis aujourd'hui. Mike connaît parfaitement les habitudes des éléphants et leur comportement ne manque pas parfois de le surprendre. Vous voyez, ici un éléphant a jeté un arbre au beau milieu du chemin. C'est vraiment étonnant. Quand les éléphants arrachent les arbres, ils ne les laissent jamais dans la brousse. Ils les jettent la plupart du temps sur les chemins. Je crois que c'est leur manière de nous montrer qu'ils ne veulent pas nous avoir ici. Nous sommes chaque fois obligés de faire demi-tour. Si les éléphants font tout pour être tranquilles et se cachent dans les profondeurs de la forêt, Mike n'a jamais trop de mal à les pister. Il laisse des traces difficiles à manquer. Ici, nous sommes sur une piste qu'empruntent habituellement les éléphants. C'est un peu comme leur autoroute. Ils vont au fleuve pour boire et reviennent ici pour manger. Ces traces sont assez fraîches, sûrement d'aujourd'hui. On voit cela car les contours de l'empreinte sont encore tout à fait précis. Et en effet, 2 kilomètres plus loin, Mike surprend le premier en train de déjeuner. Cet éléphant, là derrière, vient de prendre son bain. C'est un vieux mâle solitaire et agressif, un vrai taureau. Tant qu'ils sont jeunes et inexpérimentés, ils vivent en troupeau. Ensuite, ils doivent survivre seuls. Les oreilles écartées et la trompe haute, l'éléphant manifeste sa mauvaise humeur. Il a senti l'intrus. Certains éléphants du parc de Buenarezo n'aiment vraiment pas les hommes. Ils ont une bonne raison. Dans cette région frontalière du Mozambique, les combats étaient encore très violents il y a 5 ans. Il reste encore de nombreuses mines antipersonnelles sur lesquelles de nombreux éléphants ont sauté. Et puis, il y a eu la sécheresse. Et les chasseurs. Les éléphants cherchent à se remettre de tout cela, mais ils ont une très bonne mémoire et ils n'ont pas oublié ce qu'on leur a fait subir. Un des collègues de Mike tente d'approcher le mâle. Il est occupé à se repaître de l'un de ses mets préférés, des feuilles d'acacia. Le ranger teste la direction du vent pour ne pas se faire repérer. Mais l'animal n'est pas dupe. L'homme n'a plus qu'à appliquer la première règle de survie, ne jamais prendre la fuite. Après quelques instants de tête-à-tête, l'éléphant recule et le ranger peut reprendre sa route. En 1990, la chasse aux éléphants a été strictement interdite au Zimbabwe. Ils étaient menacés d'extinction. Cette mesure a eu des effets immédiats. Rien que dans le parc vivent maintenant plus de 6000 individus. Mais c'est trop. Mike est partisan de la protection de l'espèce, mais aussi du contrôle de sa population. Une surpopulation les met aussi en danger. Un éléphant mange 300 kg de verdure par jour. Ceux qui disent qu'il faut encore plus d'éléphants se trompent. Ils ne pensent qu'à des fins purement économiques.
Pour les touristes, ils préféreraient en effet voir un éléphant derrière chaque tronc d'arbre. Nous, écologistes, en revanche, nous pensons à long terme. Il faut garder l'équilibre de l'écosystème dans son entier. Et pour cela, le nombre d'éléphants ne doit plus augmenter. L'expertise des guides dans un programme de préservation de l'environnement est primordiale. Leur formation au Zimbabwe est particulièrement soignée. Dans le parc national de Matobo, situé au sud de Bulawayo dans l'ouest du pays, Colley Mlizane suit ses cours sur le terrain. Son professeur, Bagman Shaw, est un guide expérimenté depuis plusieurs années. Première partie du programme, exploration et orientation. Les formations granitiques des monts Matobo semblent avoir été le jeu du culte des divinités. Au pied des empilements étranges de rochers, Bagman trouve des touffes de gouari, une plante parfaite pour les soins dentaires. Elle contient du fluor. Avec la modernisation du pays, de nombreux savoirs traditionnels se sont perdus. Bagman n'en est le dépositaire que d'une infime fraction. Cette plante de résurrection, par exemple, elle semble morte à la saison sèche, mais refleurit à la saison des pluies. Elle est recommandée pour soigner la grippe. Ces formations de granit abritent aussi d'autres secrets plus surprenants encore. Des traces de civilisation ancienne. La caverne Nswatugi a été découverte en 1918. Les peintures rupestres qui recouvrent ces murs datent d'il y a environ 3000 à 4000 ans. Elles représentent des scènes de la vie quotidienne des hommes de la brousse. Elles sont sans doute l'œuvre des Bushmen, repoussés il y a environ 800 ans par les Bantous vers le Botswana et la Namibie. Dans une réserve sauvage qui s'étend sur 43 000 hectares, il faut savoir pister les animaux. Colley apprend vite. Il fait remarquer à Bagman une trace singulière dans le sable. Trois doigts. Ça ne peut être que celle d'un des habitants les plus rares du coin, un rhinocéros. Les traces du passage de l'animal sont encore chaudes. Bagman montre à Colley qu'en les goûtant, il peut déterminer précisément de quelle espèce il s'agit. Les rhinocéros à museau large mangent l'herbe et ceux à museau pointu préfèrent les branches et les feuilles. Les premiers sont plus calmes que les seconds. L'approche se fait en silence et toujours contre le vent.
Les rhinocéros sont l'une des espèces les plus menacées d'Afrique. La réserve est surveillée 24 heures sur 24. Sa directrice, Senanela, est en tournée d'inspection. En ce moment, nous nous occupons de 13 rhinocéros à la gueule pointue et de 40 au museau large. Notre programme de protection de l'espèce se déroule plutôt bien et nous pourrons bientôt réintroduire 13 animaux dans d'autres parcs. De l'autre côté de la frontière, en Zambie, la vigilance des rangers n'empêche pas les braconniers de tuer les rhinocéros. Ils sont prêts à prendre tous les risques. Sur les marchés asiatiques, la corne de l'animal réputé aphrodisiaque se vend à prix d'or. Et l'espèce a pratiquement disparu. Pour faire face à cette situation catastrophique, le parc national de Mosi-Oa-Tunya a dû réintroduire 5 rhinocéros originaires d'Afrique du Sud. Les hommes du service national de la vie sauvage les protègent eux aussi 24 heures sur 24. Le ranger Namaziko Kalaluka et son scout Armstrong Amwangana partent chaque jour faire la tournée du parc. Il est entouré par des clôtures. Les hommes patrouillent armés, car les braconniers n'ont pas hésité par le passé à leur tirer dessus. Le scout Walou Sikou a perdu la trace des rhinocéros. Le groupe s'est scindé et les animaux ont pris des directions différentes. Les gardes décident de reprendre les recherches à partir du dernier endroit où Walou Sikou les a aperçus. Et bientôt, ils tombent sur des déjections toutes fraîches. Les rhinocéros dorment volontiers dans les environs parce qu'ils se sentent en sécurité ici. C'est l'enclos où nous les avions mis la première semaine en 1994 lorsqu'ils sont arrivés d'Afrique du Sud. Ils s'y sont habitués. À l'époque, il y avait même un vétérinaire. Mais maintenant, ils sont en danger. Si les braconniers les trouvent, ils les abattront sans scrupule pour récupérer leurs cornes. Mais cette fois, ils ne sont plus là. Namaziko remonte leur piste et il aperçoit enfin Gambut, un mâle qui est le chef du troupeau. Un peu plus loin, les femelles paraissent. C'est la période de reproduction et les animaux n'aiment pas être dérangés. Armstrong et Namaziko s'approchent discrètement pour observer la scène.
satisfaction non dissimulée se lit sur leur visage. Si une nouvelle génération venait enfin à naître dans 16 mois, ce serait un succès pour les gardes forestiers. Ce bébé rhinocéros est la star incontestée de Chipangali, un centre d'accueil pour animaux orphelins fondé par Vijay Wilson et installé au Zimbabwe, aux portes de Bulawayo. Quand il était encore bébé, nous devions nous en occuper 24 heures sur 24, le tenir au chaud et le nourrir. Il nous demande encore beaucoup d'attention. Tout le monde se passionne pour ce rhinocéros. Et le résultat est là, comme on peut le voir. Il est devenu un animal superbe. Mais ceci nous a demandé énormément d'attention et d'efforts. Les rhinocéros survivent difficilement en captivité. Cette expérience a été particulièrement riche en enseignements. Avec l'aide du gouvernement du Zimbabwe, nous avons commencé un programme d'élevage pour les rhinocéros. Un jour, nos 2 rhinocéros l'ont conçu. Et 18 mois plus tard, la femelle mettait au monde un superbe petit. Les rhinocéros ne sont pas les seuls à être en danger. Les singes font l'objet de contrebande. Nous avons eu encore de nombreux arrivants ces derniers mois. Alors, on les a tous rassemblés pour qu'ils apprennent à vivre en bande. Ainsi, après un certain temps, nous pourrons les remettre en liberté. Nous en avons déjà relâché plusieurs douzaines ces dernières années. Ce jeune guépard a été fauché par une voiture. Les soins du centre lui ont permis de se remettre sur pied. Dans la nature, il était condamné, comme beaucoup des pensionnaires de Chipangali. En Zambie, ce sont les chimpanzés qui font l'objet d'un trafic important. Mais ces garnements ont aussi trouvé leur bonne fée. Elle s'appelle Sheila Siddle. En compagnie de son mari Dev, elle a créé elle aussi un centre d'accueil pour les animaux orphelins. Dave était à Chingola et a vu un chimpanzé que quelqu'un voulait vendre. Mais les contrebandiers et le singe ont disparu dans un taxi. On l'a retrouvé à Lusaka. Ils n'étaient pas arrivés à le vendre. Ils l'avaient proposé à toutes les personnes possibles, mais personne n'en voulait.
Ils devaient être désespérés, car ils ont entendu dire que quelqu'un qui travaillait dans une ferme de crocodiles recherchait un chimpanzé. Mais ils ne savaient pas comment le trouver. Alors, incroyable, ils sont entrés avec le singe dans le bureau de la protection des animaux à Lusaka et ils ont demandé où était la ferme de crocodiles où quelqu'un voulait acheter un chimpanzé. Ils ont demandé « Pouvez-vous nous indiquer le chemin ?» Ceux dans le bureau ont tout de suite dit « Vous êtes à la bonne adresse ». Et c'est ainsi que cette femelle est arrivée ici. Parce que sa fondation n'a pas assez d'argent, Sheila doit héberger certains animaux dans des cages. Les nouveaux arrivants doivent être mis dans des enclos séparés, sinon ils se battent avec les autres. Tobo, ce mâle, a été acheté par des enseignants qui travaillaient au Libéria. Quand ils ont dû rentrer en Amérique, ils ne savaient pas quoi faire de Tobo. Alors ils nous l'ont amené. C'est pourquoi nous savons si précisément qu'il vient du Libéria. C'est un individu si agréable et c'est vraiment une honte de devoir l'enfermer ici. Mais malheureusement, nous ne pouvons actuellement pas faire autrement. Nous devons construire d'urgence une nouvelle enceinte. Le financement de l'orphelinat repose sur des dons. Mais ils ne sont pas encore suffisants pour permettre à Dave et Sheila de prendre soin de leurs protégés aussi bien qu'ils le souhaiteraient. Pourtant, l'enjeu est de taille. Et chaque année, des milliers d'animaux disparaissent, privant l'Afrique de l'une de ses richesses uniques.